L'Europe est dans une situation catastrophique. Or, on nous dit, voilà, France, Royaume-Uni, Allemagne, les grandes puissances. Ce sont des coquilles vides. Mais on a gardé l'habitude de les appeler empire ou grande puissance. On continue de penser en termes de libre-échange, alors que tout ça, finalement, n'existe plus. Et l'entêtement que l'on marque avec la Russie est un phénomène vraiment très préoccupant. On est en train, en tout cas en Europe occidentale, de revenir vers une situation de nouveau Moyen-Âge. L'Europe est devenue un véritable hall de gare, les flux migratoires la traversent en long, en large et en travers. Le système interétatique européen est considérablement affaibli, c'est le G7, les photos de famille, les poignées de main. Après, derrière tout ça, le désaccord est complet et le déclin est patent. Cette Pax Americana, ma foi, elle est franchement en pleine défaite, en pleine défaillance. Bonjour Monsieur Wicht. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview pour NTD France. C'est un plaisir de vous revoir. Plaisir est partagé. Vous êtes un ancien privat-docent à l'Université de Lausanne où vous avez enseigné pendant 20 ans les sciences politiques. Vous êtes actuellement chargé de recherche auprès du CNAM à Paris. Et vous êtes également chroniqueur actuellement pour L'Impertinent, un média indépendant. Je vous reçois aujourd'hui pour parler du sommet du G7 qui vient de se tenir à Évian-les-Bains. Le G7, où le groupe des 7 réunit les principales puissances économiques occidentales, les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, l'Italie et le Japon, ainsi que l'Union européenne en tant que participant permanent. Il a été créé dans les années 70 pour coordonner les réponses aux grandes crises économiques et c'est un forum qui aborde aujourd'hui un large éventail de questions internationales. De votre côté, Monsieur Wicht, vous êtes particulièrement critique vis-à-vis de ce format. Vous estimez que l'architecture internationale mise en place après la Seconde Guerre mondiale ne parvient plus à répondre aux grands défis contemporains. Pourtant, les dirigeants du G7 continuent de se réunir régulièrement pour aborder des dossiers géopolitiques majeurs. Cette année, par exemple, lors du sommet, les dirigeants ont coordonné leur soutien à l'Ukraine. Ils ont annoncé de nouvelles sanctions contre la Russie. Ils ont participé à des discussions majeures concernant l'Iran. Alors, pour quelles raisons exactement est-ce que vous estimez que ce système est aujourd'hui arrivé à ses limites, malgré toutes les questions sur lesquelles le G7 se penche ? Alors, il faut d'abord peut-être que je précise un petit peu mon approche, parce que sinon, les auditeurs imagineront que je suis un iconoclaste ou quelqu'un qui cherche à faire sensation. Non, je me base pas sur les événements, je me base pas sur les faits, je me base sur ce qu'on appelle le temps long historique. C'est une approche historique qui a été développée par l'École des Annales en France à partir des années pratiquement à partir de l'entre-deux-guerres, et dont vraiment le grand représentant, c'est l'historien Fernand Braudel, qui est décédé à la fin des années 80. Et au fond, dans cette approche, on met en évidence ce qu'on appelle d'abord les cycles et les rythmes de la longue durée, donc typiquement les cycles hégémoniques, les cycles économiques, et c'est à partir de là qu'on analyse la situation et son développement possible. Et Braudel avait une formule qui résume bien tout ça. Il dit: les événements ne sont que poussière, et ils ne prennent sens que lorsqu'on les replace dans les rythmes et les cycles de la longue durée. Alors, c'est par rapport à ça que j'émets pas une critique, parce que non, j'ai pas de critique à émettre, mais que j'émets une analyse qui est, on va dire, plutôt négative par rapport à l'avenir de ces organisations. Pourquoi ? D'abord, un système international, pour qu'il soit stable, il faut un leader. Et ce leader doit être capable je dirais, faire régner la paix. Alors, la paix, il faut s'entendre par là sur ce qu'on veut dire. C'est pas la non-guerre. C'est un ordre, c'est l'ordre mondial, et la première puissance, le leader qui a le leadership, est capable de taper sur les doigts à tous ceux qui ne respectent pas les règles qu'elle a posées. Donc on s'est basé, pour parler de la paix, on s'est basé sur le modèle de l'Empire romain avec cette fameuse Pax Romana, et depuis, on va dire, la fin de la guerre froide, on parle volonté de la Pax Americana. Or, aujourd'hui, ce système international
ce système international qui a été mis en place à partir de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, eh bien, on voit qu'il n'y a plus rien qui fonctionne et que cette Pax Americana, ma foi, elle est franchement en pleine défaite, en pleine défaillance. Alors, expliquons un peu par là ce qu'on veut dire, c'est que, donnons des exemples concrets. D'abord, le libre-échange. Toute la grande politique économique des États-Unis à partir de la fin de la Deuxième Guerre mondiale a été d'élargir le plus possible le libre-échange, évidemment en pensant faciliter les exportations de ces produits. Alors, première étape, ça a été les accords de Bretton Woods en 1944, où on reconnaît le dollar comme la seule monnaie de référence et la seule monnaie convertible en or. Donc le but, là, c'est vraiment de donner déjà un leadership monétaire à la première puissance de l'époque, les États-Unis. Ensuite, on va créer, vraiment dans la foulée, en 1947, on va créer le GATT, le General Agreement on Tariff and Trade, qui va, bien quelques décennies plus tard, donner naissance à l'OMC, qui est ici à Genève, donc l'Organisation mondiale du commerce. Et là, on voit déjà que maintenant, le libre-échange ne fonctionne plus, parce que l'Organisation mondiale du commerce, elle n'a plus rien à dire. Donc, lorsque Donald Trump dit je vais augmenter les tarifs douaniers, alors après, on passe de 30% de 30% à 15%, de 15% à 25%, enfin bref, ça fait le yo-yo, mais tout ceci s'est fait totalement en contradiction avec les principes de l'OMC. L'OMC veut que chaque pays qui prend des engagements de libre-échange ne revienne pas en arrière. Quand on libéralise un secteur, où on dit voilà, sur ce secteur il n'y aura plus de droits de douane, l'OMC dit non, vous ne pourrez pas revenir en arrière, vous devez, si vous voulez fermer un secteur, vous devez donner des compensations. Tout ce système ne fonctionne plus. Donc, d'ailleurs, la preuve, c'est que aucun commentateur ne nous parle de l'OMC. On a juste entendu dire que l'OMC s'était réuni en Afrique récemment, mais qu'il n'avait rien réussi à décider. Alors qu'auparavant, on avait ces fameux rounds de négociations, Uruguay Round, qu'est-ce qu'on a eu encore qui étaient là justement pour créer les étapes de ce libéralisme à l'échelle internationale. Or ça, c'est désormais caduc. Ensuite, on a dans le même sens, on a le FMI. Alors le FMI, je ne dis pas que c'est quelque chose de bien, parce que c'est quand même une organisation qui est axée sur le libéralisme et dont les activités ont été, je dirais, pas toujours bienfaisantes, surtout en Amérique latine. Mais à l'heure actuelle, le FMI ne fait plus rien, parce que, comme l'a dit l'ancien Premier ministre français, si le FMI faisait son travail, la France serait sous tutelle, parce qu'elle a une dette qui est colossale, elle a une balance des échanges qui est négative, elle a un déficit budgétaire colossal, etc. Donc là aussi, le FMI ne fait plus son travail. J'ai tendance à dire, pour ce cas-là, tant mieux, mais aussi on se rend compte que commencer à mettre un pays comme la France sous tutelle, ça conduit beaucoup plus au chaos, au désordre, qu'à assurer une stabilité au niveau économique et commercial. Donc déjà ça, c'est un signe assez important que la machine est grippée. Cette machine du libre-échange, elle était aussi faite pour assurer le fonctionnement de l'interdépendance. Donc, moi, je produis un certain nombre de pièces, d'autres sont produites dans d'autres pays, dans d'autres continents, tout ceci circule librement, etc. Or, maintenant, je donne un exemple qui m'a beaucoup surpris, c'est le cas des engrais. On a un grand problème à l'heure actuelle, dont on parle très peu, c'est que pour produire des engrais, il faut trois choses. Donc il faut des traders, on va commencer par ceux qui ne produisent pas mais qui vendent, des traders. La plupart sont installés ici à Genève ou
à Dubaï. Je ne sais pas s'ils sont encore à Dubaï maintenant après la guerre avec l'Iran. Donc ça, c'est un point. Donc on est ici à Genève, mais personne ici à Genève ne produit d'engrais. Mais l'interdépendance voulait que le premier élément, le premier élément constitutif des engrais, c'est la potasse. Or, la potasse, elle est essentiellement située en Russie et en Biélorussie, sous sanction. Donc, plus de potasse. Ensuite, pour faire des engrais, il faut une deuxième chose, c'est le soufre. Or, ça, c'est produit par les pays du Golfe Persique. À l'heure actuelle, non plus. Et le responsable de l'ONU a tiré la sonnette d'alarme, mais évidemment, elle n'a pas du tout été reprise, en disant attention, la première phase de semaille, par exemple en Asie du Sud-Est, elle a sans doute pu se faire sans trop de difficultés parce que les pays avaient des réserves et qu'on pouvait encore mobiliser certains réseaux commerciaux dans ce domaine-là. Mais si on continue, la deuxième semaille de l'automne, elle est gravement mise en cause, avec des risques de famine. Mais on voit bien que tout ceci n'est pas du tout pris en considération, et donc ça m'amène à dire que là aussi, l'ONU n'est plus prise au sérieux. Israël peut faire ce qu'elle veut, elle a les mains totalement libres au Proche-Orient. Est-ce que vous avez entendu quelque chose de la part de l'ONU? Il y a le secrétaire général qui a essayé de faire tout son possible, mais sans aucun résultat. Donc, tout ceci me conduit à penser que la Pax Americana ne fonctionne plus. Mais aussi parce que les États-Unis n'ont plus le leadership mondial. Donc, ça veut dire que le G7, qu'est-ce que c'est? Derrière la façade, j'ai envie de dire, le désaccord est total derrière la façade. La façade avec Donald Trump entrant comme un cow-boy dans la salle de réunion, comme un cow-boy dans un saloon, c'est moi le boss. Je dirais, derrière la façade, les photos de famille, les poignées de main, tout le monde est tout sourire, etc. Le désaccord est complet. Regardez les Britanniques, ils sont en train de se mordre les doigts d'être sortis de l'Union européenne. Ils aimeraient bien y revenir, mais à Bruxelles, on n'est pas tellement d'accord. Et puis, du côté anglais, on n'est pas encore sûr d'avoir un consensus là-dessus. L'Allemagne, je me réfère à la récente lettre ouverte de l'universitaire américain Jeffrey Sachs, professeur à l'université de Columbia, qui a écrit au chancelier Merz, l'Allemagne, en bloquant le Nord Stream, en acceptant de fermer le Nord Stream 2, et en coupant les relations commerciales qu'elle avait avec la Russie, l'Allemagne vient de commettre un suicide industriel. Et là aussi, donc on a une Allemagne, mais qui est vidée. Après, le désaccord. Donald Trump a réclamé le soutien de ses alliés, en particulier la France, le Royaume-Uni, dans son aventure dans le Golfe Persique ces dernières semaines. Et les autres ont dit non, on n'y va pas. Et là, la tension était assez élevée. La prochaine fois que vous aurez bien de nous, on viendra pas. On menace de retirer les troupes américaines qui sont en Europe, etc. Donc le désaccord se poursuit. Et donc après, les recommandations prises, à mes yeux, n'ont pas de valeur, parce que soutenir l'Ukraine, ça se fait déjà. Oui, justement, il part de soutien à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de l'Ukraine, et ils annoncent également un renforcement de l'aide militaire, notamment dans le domaine de la défense aérienne. Ça, vous pensez que c'est pas important ou... Écoutez, il faudrait que ça soit possible. Parce que, justement, la question de la défense aérienne montre bien que le G7, le bloc occidental, c'est devenu un tigre de papier. Les États-Unis, avec la guerre des 12 jours l'automne passé, et maintenant la guerre avec l'Iran, ont complètement épuisé leur stock de missiles et de missiles antimissiles, de missiles de croisière. Pourquoi? Parce que ce sont des armes de très haute technologie,
elles ont besoin des terres rares pour être construites. Ces terres rares sont majoritairement contrôlées par la Chine, et avec l'affaire des droits de douane, la Chine a mis l'embargo sur les terres rares vis-à-vis des États-Unis. Donc c'est pour ça que les pays qui ont commandé ces missiles ne les reçoivent pas. Alors qu'ils en envoient quelques-uns ou qu'ils aillent une fois de plus puiser dans leur stock, dans le stock de l'armée américaine, peut-être, mais renforcer la défense aérienne, ça me semble vraiment peu utile. Et en plus, c'est du point de vue, on va dire, purement militaire, c'est contre-productif. Vous allez utiliser un missile Patriot qui coûte 4,5 millions de dollars pièce pour abattre un drone qui, lui, vaut qui vaut 5 000, 10 000 dollars maximum, quoi. Donc, ça n'a aucun sens. De mon point de vue, c'est des pures déclarations sans lendemain. De ce point de vue-là, ce que le G7 aurait dû faire, c'était de faire une plateforme pour essayer de trouver un accord, mais on ne peut pas faire une plateforme sans la Russie. Et ce qu'on dit, on va la souveraineté et l'intégrité de l'Ukraine, je pense que ça, c'est des vœux pieux. L'Ukraine avait 51 millions d'habitants au moment de son indépendance, donc en 1991, et déjà en 2017, Emmanuel Todd, qui est un historien, un grand spécialiste de la démographie, disait voilà, on doit être à 38-39 millions dans un ouvrage qu'il a publié en 2017, comme je le dis. Et à ce moment-là, il faisait des évaluations parce qu'il disait le dernier recensement en Ukraine remonte aux années 2000. Donc ça fait déjà 17 ans à ce moment-là qu'on n'avait plus de données valables. Et à ce moment-là, déjà, il tirait la sonnette d'alarme en disant, voilà, quand un pays perd autant de population, donc plus de 10 millions, en si peu de temps, on ne sait pas ce qui va arriver, c'est un trou noir. Or, maintenant, on sait que, et ça, ce sont les chiffres proposés par l'Occident, donc c'est pas on ne peut pas considérer que c'est de la propagande russe, on considère qu'ils ont 29 millions. Et les gens qui sont partis ne reviendront pas. Et donc, l'intégrité de l'Ukraine, et la Russie ne va pas se retirer du Donbass. Donc, ça me semble là aussi Mais je dirais que ça, c'est une chose qu'il faut rappeler, c'est que dans toutes ces rencontres internationales, surtout si vous avez des chefs d'État, il y a une obligation de montrer que on va prendre des décisions ensemble, on va renforcer nos alliés, etc. Donc là, mais oui, ça, dès qu'on gratte un peu, dès qu'on va au-delà des événements, de la poussière des événements, on se rend compte qu'il y a vraiment pas grand-chose. Et puis par-dessous par la porte de service, on fait rentrer le Premier ministre indien Modi, le président brésilien Lula, et on a eu le président Xi en vidéo. Or, ça montre bien que le G7 aurait dû s'élargir au moins à ces pays, et si on veut une paix, on ne peut pas simplement avoir qu'un côté avec soi, et le président Zelensky est un communicateur parfait, mais c'est un peu je dirais un géant au pied d'argile, parce que derrière lui, il n'y a plus rien dans son pays. Donc, pourquoi est-ce qu'on n'a pas saisi cette opportunité pour au moins inviter le ministre russe des Affaires étrangères, monsieur Lavrov? C'était une occasion de reprendre le dialogue. D'ailleurs, Jeffrey Sachs, dans sa lettre ouverte au chancelier Merz, dit « Vous avez renoncé à toute démarche diplomatique ». Jamais le ministre des Affaires étrangères allemand n'a cherché le contact avec M. Lavrov. Jamais un chancelier allemand n'a essayé de prendre contact avec Vladimir Poutine. C'est une position totalement unilatérale. Et là, mon explication, alors là il faudra l'analyser après dans la durée, c'est que le bloc occidental se sent tellement en situation de déclin qu'il a besoin d'un ennemi pour dire voilà, on est là et on vous protège.
Mais derrière ces déclarations, il n'y a rien. Oui, vous parlez du fait que la Russie, elle a été un peu laissée pour compte dans ces échanges. Il y a également des nouvelles sanctions qui ont été prononcées contre la Russie à l'occasion de ces échanges du G7. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que c'est utile? Est-ce que ça a du sens de répéter encore une fois, de réitérer ces sanctions à l'encontre de ce pays? Bien, je reprends ce que je disais il y a quelques minutes, c'est-à-dire que oui, on a vraiment l'impression que le bloc occidental, le collectif Occident, a besoin de se trouver un ennemi qu'il peut diaboliser. Ces sanctions, à quoi est-ce qu'elles servent? J'en doute, parce que on sait bien que les blocus, etc., ne font que renforcer la nation visée. Jamais l'Afrique du Sud n'aurait développé un pôle industriel et technologique comme elle a pu le faire sans les sanctions à cause de l'apartheid. Je dis pas que l'apartheid est bien, pas du tout, mais du point de vue économique, du point de vue de l'industrie, les sanctions c'est presque une chance pour un pays qui peut à ce moment-là développer des activités qu'il n'aurait pas fait s'il avait accès au marché international. Ensuite, il faut pas oublier une chose, l'économie européenne, l'économie américaine va mal, elle va même très mal. Donc, sauf les pôles financiers. Alors que l'économie du reste du monde, elle profite plutôt de cette situation. Et dans le cas de la Russie, on voit qu'il y a un pôle de stabilité qui est en train de se créer, je parle du point de vue géopolitique, avec la Russie, l'Inde, la Chine, la Corée du Nord et probablement prochainement l'Iran. Et ça, c'est un bloc, alors je dis pas que c'est des leaders, mais c'est un bloc de stabilité et qui a tout ce dont il faut. Il y a du pétrole, il y a du gaz. On dit que la Russie souffre des sanctions. Elle exporte des centaines de milliers de tonnes de céréales dans des pays comme l'Inde, le Pakistan, etc. Elle exporte du pétrole à la Chine, etc. Donc, je vois pas ces sanctions comme utiles. Je les vois plutôt comme une espèce de volonté de dire on reconnaît que la Russie est notre ennemi et donc on continue de se battre contre elle. Mais à quoi ça peut servir, surtout quand on sait l'état famélique des forces armées européennes, françaises, britanniques, allemandes. C'est des tigres de papier. Prenons l'exemple de l'Allemagne. Elle a une aviation dotée d'une centaine d'Eurofighters. Elle en a que 30 qui sont en état de voler, parce que les autres sont soit en révision, mais on ne sait pas jusqu'à quand. Certains sont en mise à niveau du point de vue électronique, mais visiblement ça prend plus de temps que prévu. Donc, quand vous avez 30 avions, c'est l'équivalent de la force aérienne suisse. Donc ça nous dit tout, quoi. Ça nous dit tout. Donc c'est pour ça que je pense que la question de fond, c'est quand même cette fin de ce système international qui, loin d'être parfait, donnait quand même une certaine stabilité à l'ensemble. Or, maintenant, on voit bien que, il faut aller en pèlerinage en Chine pour ouvrir les marchés, il faut aller en pèlerinage à la Maison Blanche pour ouvrir les marchés, etc. Donc, tout ce système du libre-échange est mort. Et le problème, c'est qu'on n'en prend pas conscience. On est encore dans l'événement, dans la poussière de l'événement qui ne prend sens que lorsqu'on le replace dans les rythmes et les cycles de la longue durée. Il y a également eu un autre grand sujet durant ces échanges du G7, c'est évidemment l'Iran. Oui. Durant ces échanges, les dirigeants du G7 ont soutenu un accord de cessez-le-feu et de désescalade entre les États-Unis et l'Iran. Pour certains observateurs, cela démontre quand même que le G7 reste capable de jouer un rôle diplomatique dans la prévention, dans la résolution de crises internationales. Ce n'est pas votre avis? Alors, ça a sans doute été un geste positif. Il aurait fallu un geste positif comme ça vis-à-vis de la Russie. Maintenant,
concrètement, c'est quand même le Qatar et le Pakistan qui ont joué les intermédiaires et qui ont réussi à accorder les deux, en tout cas les deux parties, l'Iran et les États-Unis. Mais la preuve, c'est qu'on pensait que ce protocole de négociation allait être signé à Genève. Il le sera au Bürgenstock, donc en pleine Suisse centrale, où avait lieu la fameuse conférence sur l'Ukraine en 2024. Pourquoi ? Parce que le très beau parc hôtelier du Bürgenstock, qui est une très belle région, que je peux que recommander d'aller faire une petite balade, appartient à un groupe qatari. Donc on voit bien que le G7 n'a pas pesé très lourd dans cette négociation. Mais alors si le G7 n'est plus, en tout cas c'est ce que je comprends, n'est plus l'outil adapté selon vous pour répondre aux défis géopolitiques actuels, quelles alternatives concrètes est-ce que vous proposeriez, vous ? Alors, proposer, je n'ai pas grand-chose à proposer. Ce que je peux regarder, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a un pôle de stabilité qui se crée dans la masse continentale eurasiatique. Donc Russie, Inde, Chine, Corée du Nord, Iran, etc. Mais on ne cherche pas avec ce pôle à avoir je dirais une entente. On veut continuer de montrer que le leadership se situe encore et toujours entre New York et Washington. Donc là, pour le moment, je vois plutôt une période de grand interrègne, favorable aux conflits locaux, comme on vient de le voir en Iran, et le problème principal, c'est que les États-Unis n'arrivent pas à accepter la fin de leur leadership. Et la fin de leur leadership nous ramène au conflit avec l'Iran, c'est-à-dire que pour la première fois, une puissance régionale, l'Iran, réussit à tenir en échec la première puissance mondiale. Donc là, on a quand même une situation de patte. Mais ni la Russie, ni la Chine, ni l'Inde n'ont, je dirais, c'est un pôle de stabilité, ils sont en croissance technologique, économique, la Chine a considérablement investi en Afrique, etc. Mais ils n'ont pas les qualités d'un leader. Un leader doit être d'abord une grande puissance économique. Alors, la Chine peut l'être, mais elle doit être une grande puissance financière. Comme à l'heure actuelle, le dollar encore et toujours est la monnaie de référence. Et elle doit être, troisièmement, une puissance économique et industrielle. Donc, on a ces trois facteurs. Et puis, évidemment, une puissance militaire. Alors, de ce côté-là, on voit que la Chine fait énormément d'efforts pour développer une marine, parce qu'en général, c'est le contrôle des mers. Donc là, oui, ça plaide pour que, en tout cas, il y a cette vision du côté de la Chine. La Russie peut rien faire, évidemment, puisqu'elle n'a pas accès aux mers chaudes. Ça a toujours été une constante géopolitique. Et l'Inde, oui, mais l'Inde, pour le moment, n'a pas pris cette direction. Donc, pour le moment, je vois plutôt une situation de grand interrègne avec un risque de chaos. On a beaucoup parlé de libre-échange, du côté économique et de ces grandes puissances montantes, la Chine, l'Inde, vous le mentionnez. Peut-être que des personnes qui contestent justement votre analyse pourraient vous signaler que de plus en plus d'ONG s'insurgent en fait de l'état des droits de l'homme en Chine notamment. On a qualifié notamment les prélèvements forcés d'organes qui ont lieu depuis de nombreuses années maintenant de crimes contre l'humanité. Comment est-ce que selon vous on peut collaborer ou faire alliance avec des puissances grandissantes, certes, comme économiquement comme la Chine, mais qui ont de sérieux problèmes en lien avec les droits de l'homme au sein du pays? Comment est-ce que les puissances occidentales peuvent collaborer avec la Chine tout en essayant de résoudre des crises qui sont quand même humanitaires et graves qui ont lieu sur place?
Alors là, j'ai la même réponse, c'est-à-dire qu'on a réussi pendant les années 90 à faire des opérations humanitaires avec plus ou moins de succès. Mais on a quand même évité, par exemple, à la fin de la guerre en Irak, une intervention trop radicale de l'armée irakienne vis-à-vis des Kurdes d'Irak, donc avec la no-fly zone, etc. Donc, on a eu quelques opérations, on va dire peut-être pas parfaites, mais on a eu quelques opérations qui ont porté un certain bénéfice de ce point de vue-là. Maintenant, quand on voit la façon dont ensuite la puissance américaine s'est comportée après en Irak, ensuite en Afghanistan, évidemment, on a un peu de la peine à vouloir ensuite être, disons, se présenter comme donneur de leçons sur la démocratie et les droits de l'homme. Et puis, dans les années 90, je suis pas un fan de ces opérations parce qu'elles ont aussi été détournées. Hein. Elles ont été détournées, par exemple, pour aller bombarder la Serbie. Elles ont été détournées à plusieurs reprises. Mais il y avait quand même cette volonté d'essayer de stopper les conflits, de stopper la guerre. Par exemple, l'effort du président Mitterrand en Yougoslavie, en particulier à Sarajevo, mérite d'être relevé. Hein, la France, l'armée française, et surtout cette volonté du président Mitterrand de faire cesser les combats et surtout cette situation qui était dramatique du siège de Sarajevo. Donc ponctuellement, on a eu vraiment des petits succès, mais on n'est pas allé plus loin aussi parce que certaines fois, ça s'est très mal terminé. Pensons à l'intervention américaine en Somalie. Elle partait d'un bon sentiment, mais ça a mal tourné. Il faut dire aussi que il y avait sur place des forces, des groupes armés, etc., qui ont su, on va dire, manipuler la situation de façon à montrer que les soldats de la paix étaient en fait une armée d'occupation, etc. Donc là, on a eu une vraie période où on pouvait avoir un espoir peut-être pas de mettre la guerre hors la loi, mais en tout cas de limiter les conflits, etc. Mais c'était très coûteux. C'était très coûteux. Et donc les pays n'ont pas pu le faire de manière indéfinie. Et puis après, quand on a vu le pataquès américain en Afghanistan, alors j'ai eu la chance ou la malchance, je sais pas, d'avoir 15 ans à la chute de Saïgon en 1975, et donc de voir ces hélicoptères se poser sur le toit de l'ambassade américaine à Saïgon, avec les gens qui s'accrochaient aux patins pour fuir. Et quand on a vu, en 2021, on a vu le départ de Kaboul, c'était la même chose. C'était la même chose. Donc là, il y a une perte de crédibilité de la part de l'Occident qui est assez difficile à rattraper. Après, évidemment, mais si on parle en termes géopolitiques, en termes commerciaux, on sait depuis Machiavel que l'éthique et la politique sont à séparer de manière tout à fait claire. C'est peut-être pas forcément un bien, mais justement, ça serait une occasion aussi de prendre ce pôle de stabilité dans la masse eurasiatique et d'en faire de vrais partenaires. Or là, on n'y va que pour ouvrir des marchés ou créer des entreprises ou sous-traiter des choses de façon à ce que ça coûte moins cher. Donc il n'y a pas une véritable vision comme celle qu'on a pu avoir en 1945, même déjà en 1918, avec la création de la Société des Nations. On veut plus jamais ça. Or maintenant, avec ce qui s'est passé à Gaza, avec le génocide de Gaza,
Vraiment, on peut plus venir avec même de bonne foi avec cette carte des droits de l'homme, cette carte de non à la torture, etc. Oui. Quand le G7, justement, cette année adopte une déclaration sur la lutte contre le trafic de migrants, le démantèlement de réseaux criminels transnationaux, justement, peut-être en référence à ce qui se passe en Chine, vous n'y croyez pas, en fait? Alors, sur les réseaux criminels, je pense que oui, là, il y a une vraie coopération. La déclaration du G7, je pense qu'elle ne fait de mal à personne, mais c'est pas le travail se fait justement, par exemple dans la zone de l'Union européenne avec les accords de Schengen-Dublin. Là, il y a un vrai travail qui se fait sur la lutte contre le trafic de drogue, mais là aussi, je dirais, le fait est que désormais l'économie grise est devenue indispensable au fonctionnement de l'économie internationale. Je m'en réjouis pas, hein, soyons clairs, je m'en réjouis pas. Lors de la crise des subprimes 2008-2009, les services de l'ONU se sont rendus compte que, au fond, l'argent des narcos a sauvé la vie, mais pas de manière volontaire, a sauvé l'existence de plusieurs banques américaines. Pourquoi? Parce que le problème des banques américaines, c'est qu'elles n'avaient plus de cash. Il n'y avait plus de cash. Donc, à un moment donné, ça devient quand même vraiment problématique. Or, les narcos font tout en cash. Et donc, quand ils vont déposer leur argent sur des comptes, etc., pour assurer le blanchiment, c'est du cash. Et les services compétents de l'ONU ont dit, et voilà. Hein. Donc, c'est pas un bien, mais c'est pour se rendre compte que ça ne peut plus fonctionner, sans. Par exemple, il y a un exemple qui est tout à fait frappant, c'est le monde de la mode. Le monde de la mode. Et qu'est-ce qui se passe? Alors, les mafias sont vraiment intégrées dans ce monde-là. Pourquoi? Pour rassembler les petites mains qui vont coudre les habits dans des conditions mais atroces, entassés dans des sous-sols insalubres, dormant à même le sol, etc., qu'on fait venir de Chine ou d'ailleurs. Et c'est pourquoi? Parce que sinon, si on devait se payer toutes ces couturières, ces couturiers au tarif syndical, les habits seraient inaccessibles au porte-monnaie de la plupart des gens. Donc on voit qu'une industrie qui apparemment n'a rien à faire avec l'économie grise, elle en dépend totalement. Et ce que je dis est largement connu. C'est présenté dans les ouvrages sur l'intégration des mafias dans l'économie régulière. Donc oui, il faut le combattre, mais je crains que on ne soit un peu tard. Pourquoi aussi je dis ça? Parce que il y a eu un phénomène qu'on oublie un peu, c'est au cours des années 80, les fronts de libération nationaux, donc que ce soit donc les anciens fronts de libération de la décolonisation, ceux qui avaient réussi sont devenus des États. L'Algérie, qu'il y a encore l'Algérie, il y a mais ceux qui n'ont pas réussi, comme typiquement l'Organisation de libération de la Palestine, puis le Vietnam qui est devenu un État, etc. En Afrique aussi, beaucoup de pays ont réussi leur décolonisation, sont devenus des États, mais il y a un grand nombre de ces mouvements qui ont continué la lutte, mais qui n'ont pas réussi. Typiquement, l'OLP, l'Organisation de libération de la Palestine. Typiquement, l'IRA en Irlande du Nord. Typiquement, les FARC en Colombie. Et on peut multiplier encore les exemples à profusion. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? C'est que ces régimes, ces groupes ont perdu progressivement leurs parrains.
Donc l'OLP qui était soutenue par l'Union soviétique et les monarchies pétrolières, elle était un peu sujette aux sautes d'humeur de ses parrains. Donc un jour on les soutenait, après on ne soutenait plus, etc. Les FARC, la même chose. Donc ces mouvements ont cherché à s'autonomiser du point de vue financier. Et qu'est-ce qu'ils pouvaient faire ? Vous êtes représentant de l'OLP, vous pouvez pas aller demander des subventions à l'Union européenne ou des emprunts dans une grande banque. Ça va pas. Ensuite, vous êtes les FARC a fortiori. Donc, ils se sont tournés vers les canaux qui étaient existants, c'est-à-dire l'économie grise. Et donc, il y a eu une espèce de mariage contre nature entre ces mouvements, ces guérillas, et toute la nébuleuse de la drogue. C'est pour ça que désormais on parle de narco-guérilla, de narco-terrorisme, parce qu'ils ont besoin de ça pour alimenter leur caisse et leur machine de guerre. Et donc là, ça a pris une dimension colossale. Regardez la situation actuelle au Mexique, qui montre combien cette dynamique de l'économie grise est devenue forte. Le Mexique, c'est un cas qu'on cite très peu aussi, mais auquel l'Europe devrait vraiment faire très attention parce qu'elle en prend le chemin. Qu'est-ce qui s'est-il passé au Mexique ? En 2006, le parti qui était au pouvoir depuis la révolution zapatiste perd les élections. C'est le parti de la révolution institutionnelle. C'est drôle, hein, une révolution institutionnelle. Il perd les élections. Et donc, arrive un autre parti au pouvoir. Ce parti de la révolution institutionnelle, il tenait le pays, qui n'a jamais été, je dirais, aussi stable que, par exemple, la France ou le Royaume-Uni ou même les États-Unis. Il y avait toujours des gangs, mais ce parti avait suffisamment de connexions pour que l'activité criminelle ne dépasse pas un certain seuil, qu'il puisse tirer profit de ces activités, et les services de renseignement mexicains à ce moment-là servaient essentiellement à ça. Le nouveau parti n'a plus du tout, qui arrive au pouvoir par les élections, donc par un processus démocratique, n'a pas du tout ces connexions. Et ça, c'est le premier élément. Donc, il perd le contrôle on va dire, de ces organisations criminelles, etc. Deuxième phénomène, une étude de marché. Je dis une étude de marché, vous allez comprendre. Les narcos de Colombie faisaient, leur principal marché, c'est les États-Unis. Ils faisaient entrer la drogue par la Floride. Mais là, les Américains ont mis le paquet. Donc, non seulement les gardes-côtes, il y avait les avions radars de l'Air Force, sur les côtes, il y avait les douanes, le FBI, etc. Donc, cette porte d'entrée aux États-Unis devient de plus en plus difficile. C'est là qu'ils ont commencé à créer de bricoler des sous-marins, etc. Mais c'était pas aussi efficace que d'arriver avec des centaines de kilos et de les déposer sur une plage. Mais là, il y avait quelqu'un pour les recevoir à ce moment-là, et pas pour racheter. Et donc, cette étude de marché, les narcos colombiens disent, bon, on va passer par la frontière américano-mexicaine qui est incontrôlable, parce que c'est vrai qu'elle est tellement grande, elle passe au milieu du désert, c'est pas vraiment faisable. Et donc, on sous-traite ça aux gangs mexicains. Mais les gangs mexicains, ils ont plus l'État, le parti au pouvoir depuis presque un siècle pour les tenir. Donc, tout ceci explose. Et vous avez cette guerre qui a quand même fait des centaines de milliers de morts. Et elle a fait pratiquement autant de morts que la guerre en Syrie. Bon, le Mexique, c'est 100 millions d'habitants, d'accord, c'est plus grand que la Syrie. Mais ça montre que c'est une dynamique qui est incroyable. Et ça, on va difficilement arriver à la juguler. Toute cette masse financière, elle est devenue nécessaire au fonctionnement de l'économie, malgré toutes les lois anti-cartel, anti-blanchiment, etc., parce que c'est devenu, ils vont jusqu'à investir dans des chaînes de supermarchés en Allemagne.
les propriétaires n'en savent sans doute rien. Je parle des propriétaires de ces supermarchés en Allemagne, mais ça prouve combien ils réussissent à se diversifier et à s'adapter à la situation. Donc c'est pour ça que je suis vraiment assez préoccupé, et que je pense que l'Europe de ce côté-là n'a pas les yeux en face des trous. Elle est encore en train de raisonner style G7, mais n'oublions pas que la Belgique et les Pays-Bas, sous certains aspects, sont d'ores et déjà considérés comme des narco-États. Ensuite, vous avez maintenant, ce qui était quand même pas le cas avant, vous avez des zones urbaines qui sont contrôlées par les narco-gangs. Donc, oui, c'est pour ça que je dis, on est dans une période d'interrègne qui est assez préoccupante, quoi. Peut-être en guise de conclusion, si vous deviez imaginer l'ordre international des 20 prochaines années, quelles seraient selon vous les grandes transformations auxquelles les pays occidentaux doivent se préparer dès aujourd'hui? Je ne partirai pas du côté du système international, je partirai sur la reconstruction industrielle. Si on peut reconstruire un paysage industriel en Europe, et on va résoudre beaucoup de problèmes. Parce que le narcotrafic fonctionne parce que beaucoup de gens n'ont pas de travail. Alors bon, il y a des gens qui arrivent avec cette intention-là, hein, ils entrent en Europe avec cette intention-là, mais après, on va dire les petites mains, elles sont là parce qu'on ne trouve pas de travail. Si je prends l'exemple de la Suisse, nous avons une grosse part d'immigration, et à mes yeux, j'espère que je me trompe pas trop, ça se passe pas trop mal. Mais c'est pas parce qu'on est meilleur que les autres, c'est parce qu'on arrive à donner du travail à tout le monde. Et donc, quand vous avez... Et ça, il faut pas oublier une chose, c'est que je reconstruirais un tissu industriel avec la politique sociale qui va avec. C'était les remèdes du succès de l'État-providence. L'État-providence, n'oublions jamais qu'il a été créé par Bismarck, qui n'est pas un socialiste, par définition. Et Bismarck n'a pas créé l'État-providence en disant « on va distribuer des allocations à tout le monde », non. Il a dit « il faut qu'on trouve une pyramide sociale dans laquelle chacun a sa place et chacun a un projet pour monter dans les échelons. Et donc, pour ça, il a pris le modèle des armées nationales. Il a dit, voilà, dans les armées nationales, le deuxième classe est soumis aux premières classes, mais il a une chance de devenir première classe. Le première classe est soumis au caporal, mais il a une chance de devenir caporal, etc., etc. Et ça a marché pendant un siècle. Donc, évidemment, l'histoire ne se répète pas, l'histoire ne repasse pas les plats, mais la reconstruction d'un tissu industriel me semblerait assez un bon début, d'autant que l'Europe a quand même pas mal d'avantages si on compare à la désindustrialisation américaine et britannique. Ces deux pays ont détruit pratiquement le système d'éducation publique. Donc aux États-Unis, on ne forme plus d'ingénieurs depuis des décennies. Royaume-Uni, la même chose depuis Thatcher. L'Europe continentale, elle a encore un bon système de formation d'ingénieurs, que ce soit la France, que ce soit l'Allemagne, que ce soit la Suède, la petite Suisse, l'Italie. Et là, ça veut dire qu'on a encore la capacité de créer un tissu industriel. Pour cela, il faudrait naturellement, et là je vais avoir un propos très radical, se débarrasser de l'appareil bruxellois. Parce que ça ne fait que il y a une maladie intrinsèque dans cet appareil d'Europe communautaire, et en particulier la Commission, c'est qu'au lieu de laisser
une activité économique nouvelle. D'ailleurs, à l'heure actuelle, on a le développement de l'intelligence artificielle, on a le développement de l'informatique, on a le développement de tout un nouveau pan qui n'est plus directement de l'industrie lourde, mais auquel les Européens seraient tout à fait capables. Mais au lieu de laisser se développer ça, et puis de se dire, voilà, au bout d'un moment, on regarde où sont les dérives, où est-ce qu'il faut un peu réglementer, et puis où est-ce qu'il y a des choses qui mériteraient d'être soutenues pour que ça progresse un peu mieux. Non, on fait exactement le contraire à Bruxelles. On définit un cadre réglementaire. Quand on connaît pas l'activité, forcément que le cadre réglementaire, souvent, il colle pas à la réalité. Et ensuite, on crée un fonds pour soutenir des projets. Ces fonds pour soutenir des projets, c'est le tonneau des Danaïdes, quoi, parce qu'il y a toujours ceux qui savent comment présenter un projet, mais qui n'est pas forcément le bon, et puis ceux qui sont moins malins, mais qui ont en revanche peut-être de très bonnes capacités. Donc là, la France, l'Allemagne, la Suède, l'Italie et la République tchèque, ce sont des pays qui ont le potentiel de recréer vraiment une base industrielle, vraiment une politique économique. Et je rajoute ce dernier élément tiré de l'histoire de la longue durée, c'est que qu'est-ce qui est le moteur de l'innovation, de la création et de la production industrielle? C'est pas un espèce d'État supranational qui réglemente tout. L'histoire montre, il y a un excellent ouvrage écrit par David Cozandet, le secret de l'Occident, avec un sous-titre très symptomatique, du miracle passé au marasme présent, et qui montre que c'est le fait qu'il y a un système d'État stable, mais en concurrence les uns avec les autres, qui permet le renouveau, qui permet, parce qu'il y a la concurrence et parce que on peut passer de l'un à l'autre. Un savant qui n'est pas bien vu dans un pays ou qui ne rencontre pas d'intérêt peut se déplacer vers l'autre, et puis là tout d'un coup il va avoir des possibilités. La Renaissance italienne c'en est l'exemple le plus frappant. Hein, c'est des cités-États stables, en compétition les unes avec les autres, et voilà, ça produit la Renaissance. Hein, donc, si on peut retrouver, on a tous les moyens pour retrouver cette situation, mais il faut le vouloir. Merci beaucoup, Monsieur Wicht, pour cet entretien passionnant, une remise en question de l'ordre international avec un appel à une reconstruction industrielle. C'était très intéressant de vous avoir sur le plateau aujourd'hui et j'espère à bientôt sur NTD France pour poursuivre les échanges. Merci beaucoup de ce passionnant débat. Merci aussi de votre invitation et au plaisir.